Mon fiancé, Liam, serra ma main sous la table, son pouce décrivant des cercles lents et apaisants sur mes phalanges. « Respire, c'est tout », murmura-t-il, sa voix une encre grave dans le chaos, tourbillonnant de ma propre tête. En face de nous, ma mère s'épongouait les yeux avec une serviette, une démonstration de chagrin si bien rodée qu'elle en était presque convaincante. Mon père fixait son assiette, l'image même de la déception paternelle. C'était le silence de mon frère, Marc, qui était le plus accablant. Il se contentait de sourire en coin, une petite torsion cruelle et triomphante des lèvres. « Nous n'avons tout simplement pas la place, ma chérie », m'avait dit ma mère au téléphone, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. « C'est dommage, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Et moi, comme une idiote, je l'avais presque cru. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. C'est drôle comme on peut être l'architecte du confort de sa propre famille pendant des décennies et être quand même la première personne qu'ils écartent. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais Rebecca, la personne fiable, la responsable, celle qui laissait tout tomber pour régler un problème, sans poser de questions. Quand l'entreprise de mon père était au bord de la faillite, ce sont mes économies, l'argent que j'avais mis de côté avec soin pour un acompte sur une maison, qui l'ont renfloué. Il n'y a pas eu d'accord formel, juste une promesse en larmes que je serais remboursée dès que les choses s'arrangeraient. C'était il y a 15 ans. J'attends toujours. Quand ma mère a décidé, sur un coup de tête, qu'elle voulait retourner à l'université pour obtenir un diplôme en histoire de l'art, une entreprise qui a duré exactement un semestre, c'est moi qui ai payé les frais de scolarité. Elle avait encadré son diplôme, celui qu'elle n'a jamais obtenu, et l'avait accroché dans le couloir. C'était un témoignage de ses ambitions fugaces et de mon compte en banque qui diminuait. Mon frère, Marc, était l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Sa vie était une série d'échecs spectaculaires, chacun plus coûteux que le précédent. Une start-up ratée, un investissement désastreux en crypto-monnaie, une série de dettes impayées. Et qui était toujours là pour nettoyer les dégâts? Moi. J'étais la gestionnaire de crise attitrée de la famille, leur filet de sécurité émotionnelle et financier. Je ne le faisais pas pour les remerciements. Je savais qu'il ne fallait pas s'attendre à de la gratitude. Je le faisais parce que je pensais que c'était ce que les familles font. On est présent, on aide, on se sacrifie. J'étais le conducteur désigné dans un derby de démolition, et je ne me suis jamais plainte une seule fois. Liam, mon fiancé, a été la première personne à vraiment voir la dynamique pour ce qu'elle était. Nous sortions ensemble depuis 6 mois lorsqu'il a assisté à sa première crise familiale. Marc avait, dans un éclair de génie, décidé de retaper une voiture de collection. Il a acheté un tas de rouille pour une petite fortune, convaincu qu'il pourrait en faire une pièce de musée. La seule chose qu'il a réussi à retourner, c'est la voiture, à l'envers, dans un fossé. L'appel est arrivé, comme toujours, tard dans la nuit. C'était ma mère, sa voix un murmure frénétique. « Rebecca, tu dois aider ton frère. » Liam m'a regardé pendant que j'écoutais, mon visage un masque de résignation lasse. Il a vu comment mes épaules s'affaissaient, comment la lumière s'éteignait dans mes yeux. Quand j'ai raccroché, il m'a regardé, son expression un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. « Tu ne vas pas sérieusement payer pour ça, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai juste haussé les épaules. « C'est mon frère. » Il a secoué la tête lentement. « Non, Rebecca, ce n'est pas ton frère. C'est un trou noir en forme de personne. » C'était la première fois que quelqu'un validait les pensées secrètes et pleines de ressentiment que je nourrissais depuis des années. C'était une minuscule fissure dans le barrage de mon déni, et c'était le début de la fin. L'incident de Noël, celui qui a finalement brisé l'illusion de ma famille heureuse et aimante, n'est pas arrivé de nulle part. C'était l'aboutissement de toute une vie de camouflet, un millier de petites coupures qui m'avaient laissé émotionnellement exsangue. L'année d'avant, mon anniversaire avait été oublié. Une semaine plus tard, une carte est arrivée par la poste, mon nom mal orthographié, avec un billet de 20 $ à l'intérieur. J'avais 34 ans. L'année précédente, ils avaient, accidentellement, réservé des vacances en famille à Hawaï pendant la semaine de ma remise de diplôme universitaire. J'ai reçu une carte postale d'un coucher de soleil avec le message « J'aimerais que tu sois là », griffonné au dos. C'était un schéma, un rythme de mépris auquel je m'étais si habituée que j'avais cessé de le remarquer. Ou plutôt, j'avais cessé de me permettre de ressentir la douleur. C'était plus facile de faire comme si ça n'avait pas d'importance, d'avaler la déception et de continuer. Maintenir la paix était ma fonction principale, le rôle qui m'avait été assigné et que j'avais joué à la perfection. Mais rencontrer Liam avait changé le scénario. Il était comme un projecteur, illuminant les coins sombres et poussiéreux de ma vie de famille
que j'avais essayé si fort d'ignorer. Il n'a pas seulement vu le dysfonctionnement, il l'a nommé manipulation psychologique, manipulation, chantage affectif. C'étaient des mots que je n'avais lus que dans des articles de psychologie, des concepts abstraits qui avaient soudainement un visage, une voix, une histoire. Mon histoire. La période précédant ce funeste Noël fut une démonstration magistrale de la cruauté particulière de ma famille. Tout a commencé en octobre, avec les mentions désinvoltes de ma mère sur leur projet de Noël douillet. « Ce sera juste une petite fête cette année », disait-elle, la voix légère et enjouée. « Juste le noyau familial. » J'étais le noyau familial. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand je demandais plus de détails, les dates, les heures, elle devenait évasive. « Oh, nous n'avons pas encore réglé tout ça, ma chérie. Tu connais ton père, toujours à la dernière minute. » C'était un mensonge, bien sûr. Mon père était un planificateur méticuleux, un homme qui prenait ses rendez-vous chez le dentiste 1 an à l'avance. Le vague était une arme, une façon de me déstabiliser, de me faire sentir que c'était moi qui étais insistante, exigeante. Puis sont venues les demandes financières, un barrage de urgence qui semblait toujours coïncider avec la période des fêtes. Marc avait besoin de nouveaux pneus pour sa voiture. Mon père avait une facture d'impôt, surprise. Ma mère avait besoin d'un nouveau four parce que le sien était en panne. J'ai tout payé, comme toujours, en transférant l'argent sans un mot de protestation. C'était le prix d'entrée, le péage que je devais payer pour être considérée comme faisant partie de la famille. Du moins, c'est ce que je me disais. Liam voyait les choses différemment. « Il t'utilise, Rebecca », a-t-il dit un soir, sa voix douce mais ferme. « Il te saigne à blanc. Et pourquoi? Une place à une table où ils vont probablement t'insulter ?» Je voulais argumenter, les défendre, mais les mots ne venaient pas. Il avait raison, et cette certitude pesait comme une pierre dans mon estomac. Le coup de grâce est arrivé 1 semaine avant Noël. J'ai appelé ma mère, ma voix rayonnante d'une gaieté que je ne ressentais pas, pour confirmer nos plans. J'avais déjà acheté leurs cadeaux, une sélection de présents bien pensés que j'avais mis des semaines à choisir, une première édition du livre préféré de mon père, un pull en cachemire pour ma mère, un nouveau jeu de club de golf pour Marc. J'avais même acheté un cadeau pour leur chien. Le silence à l'autre bout du fil a été si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, la voix de ma mère, épaisse d'un regret sirupeux et hypocrite. « Oh, ma chérie !» a-t-elle commencé, et j'ai tout de suite su que quelque chose de terrible allait arriver. Il y a eu un petit changement de programme. Elle m'a dit qu'ils avaient décidé de louer un chalet à la montagne pour Noël. Un tout petit endroit, a-t-elle dit, à peine assez grand pour eux 3. « Nous n'avons tout simplement pas la place, ma chérie, a-t-elle dit, les mots une douce et condescendante tape sur la tête. C'est vraiment dommage, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? J'étais abasourdie, muette. Un chalet? Depuis quand ma famille allait-elle dans un chalet pour Noël? Nous avions passé tous les Noëls de ma vie dans la maison de mon enfance, une immense maison de 5 chambres qui avait plus qu'assez de place pour une armée, sans parler d'une personne de plus et de son fiancé. Et Liam? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Je pensais que nous passions tous Noël ensemble. « Oh, nous adorerions avoir Liam, » a-t-elle dit, sa voix un peu trop enjouée. Mais avec l'espace si restreint, eh bien, tu comprends. Je ne comprenais pas. Pas du tout. C'était un mensonge flagrant et maladroit, et le fait qu'elle n'ait même pas pris la peine d'en faire un bon était la partie la plus insultante. C'était un message clair. Tu n'es pas la bienvenue, tu n'es pas une priorité. Tu ne fais pas partie de la famille. J'ai raccroché le téléphone, la main tremblante. Le barrage soigneusement construit de mon déni s'est finalement rompu, et un raz-de-marée de chagrin et de colère m'a submergée. Toutes ces années de sacrifice à faire passer leurs besoins avant les miens, à ravaler ma fierté et ma douleur. Pourquoi? Pour être mise à la porte sans ménagement, écartée pour un chalet fictif dans les montagnes. Liam m'a trouvée assise sur le canapé, le regard vide fixé sur le mur, le téléphone toujours serré dans ma main. Il n'a rien dit. Il a juste enroulé ses bras autour de moi et m'a tenue pendant que je sanglotais, des sanglots bruts et laids d'une vie de souffrance. Il m'a laissé pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une coquille creuse et vide. Et puis, il m'a regardé, ses yeux flamboyants d'un feu protecteur que je n'avais jamais vu auparavant. « Nous allons découvrir ce qui se passe vraiment, » a-t-il dit, sa voix un grognement bas et déterminé. « Et ensuite, nous allons leur faire payer. » La première étape de notre enquête, comme Liam l'appelait sombrement, était simple. Il a suggéré que nous passions en voiture devant la maison de mes parents la veille de Noël. « Juste pour voir, » a-t-il dit, d'un ton désinvolte, mais ses yeux étaient vifs, calculateurs. «
Voir si la maison est dans le noir. Voir s'ils sont vraiment partis dans ce chalet. J'étais hésitante. J'avais l'impression d'espionner, de trahir une confiance dont je commençais à peine à réaliser qu'elle n'avait jamais existé. Mais une partie de moi, celle qui était à vif, blessée et qui réclamait des réponses, avait besoin de savoir. Alors, nous y sommes allés. Les rues étaient calmes, les maisons ornées de lumières festives, un spectacle joyeux et scintillant qui semblait se moquer du nœud froid et dur dans mon estomac. En tournant dans la rue de mes parents, je l'ai vu. La maison était illuminée, chaque fenêtre était allumée, projetant une lueur chaude et dorée sur la pelouse enneigée. Il y avait des voitures garées tout le long de la rue, des voitures que je ne reconnaissais pas. Une fête. Ils organisaient une fête, et je n'avais pas été invitée. Le nœud dans mon estomac s'est transformé en étau. J'ai ressenti une nouvelle vague de nausées, un sentiment de trahison vertigineux et désorientant. Ils n'étaient pas partis dans un chalet. Ils avaient menti. Ils m'avaient menti en face, avec une cruauté désinvolte qui était à couper le souffle. Liam a garé la voiture sur le bas-côté, un peu plus loin dans la rue, et nous sommes restés là, dans l'obscurité, à regarder les silhouettes des gens bouger derrière les rideaux. Je pouvais entendre le faible battement de la musique, le son des rires. C'était une scène de liesse festive, un réveillon de Noël parfait, et j'étais dehors, regardant à l'intérieur. Ils ne sont pas dans un chalet, ai-je dit, ma voix plate, dépourvue d'émotion. C'était un constat, la confirmation d'une vérité que je connaissais déjà au fond de moi. Non, a dit Liam, sa voix tendue d'une colère contenue. Ils n'y sont pas. Il a tendu la main et a pris la mienne, sa poigne ferme, rassurante. Alors, la question est, a-t-il dit, les yeux fixés sur la maison, que font-ils? Et pourquoi t'ont-ils menti à ce sujet? La question flottait dans l'air entre nous, lourde et sans réponse. J'avais le pressentiment, un sentiment nauséabond, que la réponse allait être pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et j'avais raison. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillée avec un SMS de ma mère. « Joyeux Noël, ma chérie, je pense à toi. J'espère que toi et Liam passez une merveilleuse journée. » Le ton joyeux et inconscient de ce message était comme une gifle. Je l'ai montré à Liam, ma main tremblant d'une nouvelle vague de colère. Elle a un sacré culot, ai-je dit, la voix tremblante. C'est vrai, a-t-il convenu, son expression sombre. Mais elle a aussi fait une erreur. Il a montré le message. Elle essaye de créer un récit, une histoire où elle est la mère aimante et où tu es celle qui est. Quoi? Trop occupée? Trop distante? C'est une technique classique de manipulation psychologique. Mais cela nous donne aussi une ouverture. Il a suggéré que je l'appelle. Sois douce, m'a-t-il conseillé. Dis-lui que tu es désolée de ne pas avoir pu être là. Demande-lui comment est le chalet. Vois ce qu'elle dit. C'était un plan brillant, une façon d'utiliser leur propre tactique de manipulation contre eux. Alors, je l'ai fait. J'ai pris une grande inspiration, j'ai plaqué un faux sourire sur mon visage et j'ai composé son numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix un peu trop forte, un peu trop joyeuse. « Rebecca, joyeux Noël !»« Joyeux Noël, maman !» ai-je dit, ma voix dégoulinant d'une douceur mielleuse qui me faisait mal aux dents. « Je suis tellement désolée que nous n'ayons pas pu être là. » Comment est le chalet? Est-il aussi douillet que vous l'espériez? Il y a eu une brève pause, une lueur de quelque chose dans sa voix que je n'ai pas pu identifier. De la panique? De la culpabilité? « Oh, c'est merveilleux, ma chérie !» a-t-elle dit, se reprenant rapidement. Absolument merveilleux. La neige tombe, le feu crépite. C'est comme une carte postale. C'était une menteuse étonnamment douée. Elle a continué pendant plusieurs minutes, peignant une image vivante de leur retraite idyllique à la montagne. Elle a décrit la vue depuis la fenêtre, le goût du chocolat chaud, la chaleur du feu crépitant. C'était un chef-d'œuvre de fiction, une fantaisie soigneusement construite conçue pour tromper et détourner l'attention. J'écoutais, le cœur comme une boule froide et dure dans ma poitrine. À chaque mot qu'elle prononçait, un autre morceau de mon ancienne vie, de mes anciennes croyances sur ma famille, tombait en poussière. Quand elle a finalement terminé, j'ai dit, ma voix toujours douce, toujours innocente. Ça a l'air incroyable, maman. Je suis si contente que vous passiez un bon moment. Peux-tu me faire une faveur? Peux-tu m'envoyer une photo? J'adorerais la voir. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, la recherche effrénée d'une issue de secours. Une photo? A-t-elle finalement balbutié, sa voix à quelques octaves plus haut que d'habitude. Oh, ma chérie, la réception ici est terrible. Je ne pense pas qu'une photo passerait. C'était un autre mensonge, une tentative désespérée et maladroite de couvrir ses traces. Mais il était trop tard, je la tenais, et elle le savait. Oh, c'est dommage,
ai-je dit, ma voix maintenant froide, dure et totalement dépourvue de sa douceur précédente. Parce que Liam et moi pensions monter vous faire une surprise. Nous sommes déjà dans la voiture, en fait. On a juste besoin de l'adresse. La ligne est devenue silencieuse. Elle m'avait raccroché au nez. J'ai regardé mon téléphone, un lent sourire triomphant se dessinant sur mon visage. Le jeu avait changé. Je n'étais plus un pion, j'étais une joueuse, et j'étais prête à faire mon coup. Liam et moi ne sommes bien sûr pas allés au chalet inexistant. Nous sommes allés chez ses parents pour le dîner de Noël, une affaire chaleureuse et chaotique remplie de rire, d'amour et du genre d'acceptation, facile et inconditionnelle, dont je n'avais jamais fait que rêver. Sa mère m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Son père, un homme grand et retentissant au cœur d'or, m'a appelée sa nouvelle fille préférée. C'était à des années-lumière de la dynamique froide et transactionnelle de ma propre famille, et c'était un baume pour mon âme blessée. Mais même au milieu de leur chaleur et de leur gentillesse, une partie de moi était toujours de retour chez mes parents, dans l'obscurité, à regarder les ombres danser derrière les rideaux. Le mensonge était une blessure purulente, et je savais que je ne pourrais pas guérir tant que je ne l'aurais pas exposée à la lumière. Le lendemain de Noël, j'ai mis la deuxième phase de notre plan à exécution. J'ai appelé ma tante Carole, la sœur de ma mère. Carole était la commère de la famille, une femme qui collectionnait les secrets comme d'autres collectionnent les timbres. Elle était aussi, je le savais, profondément rancunière envers ma mère, qui l'avait toujours traitée avec une sorte de pitié condescendante. Si quelqu'un savait ce qui se passait vraiment, ce serait elle. J'ai gardé un ton léger, désinvolte. « Salut, tante Carole », ai-je dit. « Joyeux Noël. Je t'appelais juste pour prendre de tes nouvelles. » Nous avons bavardé quelques minutes sur le temps, ses chats, les derniers drames du quartier, puis je suis passée à l'attaque. J'étais si triste de manquer la fête de famille cette année, ai-je dit, ma voix teintée d'une déception soigneusement calibrée. Maman a dit qu'ils avaient dû louer un chalet parce que la maison était trop petite. Tu te rends compte? Il y a eu un temps de silence à l'autre bout du fil, puis un rire court et sec. Un chalet? Dit-elle, la voix dégoulinante de mépris. C'est ce qu'elle t'a dit? Oh, elle est bien bonne! Et puis, la vérité a jailli, un torrent d'informations à la fois choquant et, d'une manière étrange, complètement prévisible. Il n'y avait pas de chalet, il n'y en avait jamais eu. La fête chez mes parents, celle dont j'avais été si cruellement exclue, était une collecte de fonds pour Marc. Il s'est-il avéré, mis dans de sérieux ennuis. Encore une fois, cette fois, c'était une dette de jeu, une grosse, envers des gens très peu recommandables. Il était dépassé, et mes parents, dans leur infinie sagesse, avaient décidé que la seule façon de le sauver était d'organiser une fête somptueuse et de solliciter des dons de leurs riches amis. Ils m'avaient menti, non seulement pour m'exclure, mais pour cacher le dernier et plus spectaculaire échec de leur fils. Ils avaient choisi de le protéger, de le couvrir, à mes dépens. La cruauté désinvolte de la chose était à couper le souffle, pas seulement menti, ils m'avaient effacé. Ils m'avaient jugé indigne de la vérité, indigne d'une place dans leur monde soigneusement construit de secrets et de mensonges. Alors que tante Carole continuait de parler, détaillant les détails sordides du dernier désastre de Marc, une colère froide et dure a commencé à monter dans ma poitrine. C'était une colère née d'années à être considérée comme acquise, à être la dernière priorité, à être celle de qui on attendait toujours qu'elle donne sans jamais rien recevoir. Et à ce moment-là, j'ai su, avec une certitude aussi claire et tranchante qu'un éclat de verre, que j'en avais fini. Fini avec les mensonges, fini avec la manipulation, fini d'être le paillasson de la famille. J'en avais fini avec eux. Après l'appel avec tante Carole, je suis restée assise dans un silence stupéfait pendant un long moment, le téléphone toujours collé à mon oreille. Liam me regardait, son expression un mélange de colère et d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, la voix douce. Je lui ai tout raconté. La collecte de fonds, la dette de jeu, toute l'histoire sordide et pathétique. Il a écouté sans m'interrompre, sa mâchoire se crispant à chaque mot. Quand j'ai eu fini, il a expiré longuement et lentement. « Je vais le tuer », a-t-il dit, sa voix un grognement bas et dangereux. « Je vais vraiment le tuer. » J'ai presque ri. C'était la chose la plus romantique que quelqu'un m'ait jamais dite. « Non », ai-je dit, ma voix étonnamment stable. « Tu ne le feras pas. Nous allons faire quelque chose de bien pire. » Le plan que nous avons élaboré cet après-midi-là était une pure merveille, un chef-d'œuvre de vengeance mesquine si audacieux, si parfaitement adapté à la sorte d'ignominie spécifique de ma famille, qu'il me fait encore sourire. C'était une attaque sur deux fronts, une stratégie conçue pour les frapper là où ça fait le plus mal.
leur portefeuille et leur fierté. La première étape consistait à régler la question de l'argent. De tout l'argent. Les 15 années de prêts qui n'avaient jamais été remboursés. Les frais de scolarité. Les renflouements sans fin pour Marc. J'ai passé le reste de la journée à éplucher mes relevés bancaires. Une comptabilité méticuleuse de chaque centime que je leur avais jamais donné. Le total final était stupéfiant. Un chiffre si grand qu'il m'a rendu physiquement malade. C'était un monument à ma propre bêtise, à mon propre besoin désespéré d'être aimé et accepté par des gens qui étaient incapables de l'un ou de l'autre. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père. Je ne me suis pas embarrassée de politesse. J'ai besoin que tu vires 57 482 $ et 6 centimes sur mon compte d'ici la fin de la journée, ai-je dit, ma voix aussi froide et dure qu'un bloc de glace. Il y a eu un silence bredouillant et incrédule à l'autre bout du fil. « De quoi parles-tu » a-t-il finalement réussi à dire. « Je parle de l'argent que vous me devez, ai-je dit. L'argent que je vous ai prêté, à toi, à maman et à Marc, au cours des 15 dernières années. J'ai un registre détaillé de chaque transaction, si tu veux le voir. Il a commencé à tempêter, à nier, à dévier, mais je l'ai coupé. Je ne négocie pas, ai-je dit. Je ne discute pas, je t'informe. Tu as jusqu'à 5 heures cet après-midi. Si l'argent n'est pas sur mon compte, j'engagerai une action en justice. Et j'enverrai une copie de mes registres à chaque personne qui a assisté à votre petite collecte de fonds la veille de Noël. Je suis sûre qu'ils seront très intéressés de savoir où vont vraiment leurs dons de charité. Le silence qui a suivi a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C'était le son d'un tyran qui venait de se prendre un coup de poing dans le nez. Le son d'un homme qui, enfin, après une vie à s'en tirer, était tenu responsable de ses actes. L'argent était sur mon compte à 4 heures. La deuxième partie de notre plan était, à bien des égards, encore plus satisfaisante que la première. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il s'agissait de justice. Il s'agissait d'exposer leurs mensonges, leur hypocrisie, leur cruauté désinvolte au monde entier. J'ai attendu une semaine, les laissant mariner dans leur propre peur et incertitude. Je n'ai pas répondu à leurs appels, leurs textos, leurs courriels frénétiques et suppliants. Je les ai laissés pendre, tournoyant dans le vent de leur propre fabrication. Puis, le soir du Nouvel An, je suis passée à l'action. J'ai créé un groupe Facebook privé. Je l'ai appelé « La vérité sur la collecte de fonds de la famille Thompson ». J'ai invité chaque personne qui avait été à leur fête la veille de Noël. Je connaissais la plupart de leurs noms grâce à Tante Carole, et un peu de recherche sur les réseaux sociaux a comblé les lacunes. Puis, j'ai commencé à publier. J'ai publié les relevés bancaires, les registres de chaque prêt que j'avais jamais fait. J'ai publié les messages textes, ceux où ma mère avait menti à propos du chalet. J'ai publié un compte rendu détaillé, coup par coup, de chaque fois qu'ils avaient profité de moi, chaque fois qu'ils m'avaient menti, chaque fois qu'ils m'avaient fait me sentir petite, insignifiante et indigne. J'ai raconté l'histoire de mon anniversaire, oublié, des vacances à Hawaï, des années à être leur distributeur automatique de billets et leur gestionnaire de crise personnelle. J'ai tout mis à nu, toute la vérité laide et sordide. Et puis, pour le grand final, j'ai publié une photo. C'était une photo de moi et Liam, prise le jour de Noël chez ses parents. Nous sourions, heureux, entourés de gens qui nous aimaient. Et dans la légende, j'ai écrit « Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Joyeux Noël ». Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Des amis de mes parents, des gens que je connaissais depuis toujours, m'envoyaient des messages, exprimant leur choc, leur dégoût, leur soutien. Le groupe Facebook est devenu une tempête de feu d'indignation et de condamnation. Les gens réclamaient leur argent. Ils appelaient mes parents, mon frère, laissant des messages vocaux furieux et accusateurs. La façade soigneusement construite de leur famille parfaite et heureuse avait été brisée en 1 million de morceaux. Ils étaient exposés, humiliés et complètement seuls. C'était un acte brutal et impitoyable de politique de la terre brûlée sociale. Et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Les suites ont été une période de calme, étrange et surréaliste. Les appels et les textos furieux de ma famille ont fini par se tarir, remplacés par un silence assourdissant. C'était le silence d'un pont qui avait été brûlé, d'une porte qui avait été claquée et verrouillée de l'intérieur. Je m'attendais à ressentir un sentiment de perte, une pointe de regret pour la famille que j'avais détruite. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un profond et immense sentiment de soulagement. C'était comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules, un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais. J'étais libre. Libre de la culpabilité, de l'obligation, du cycle sans fin,
et épuisant d'essayer de gagner l'amour de gens incapables de le donner. Libre de construire une vie selon mes propres termes, avec l'homme que j'aimais, entouré de gens qui me valorisaient et me respectaient. Liam et moi avons utilisé l'argent que j'avais récupéré de mes parents pour acheter une maison, une belle petite maison avec un grand jardin et une balancelle sur le porche. Nous l'avons remplie de rire, d'amour, de ce bonheur simple et confortable que je n'avais jamais connu. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard, une petite cérémonie intime avec seulement nos amis les plus proches et la merveilleuse et accueillante famille de Liam. Ma famille n'était pas invitée, je ne leur ai même pas envoyé de faire part. En ce qui me concernait, il n'existait plus. De temps en temps, j'entends des choses. Tante Carole, ma source de commérage toujours fiable, me tient au courant. Mes parents, me dit-elle, sont devenus des parias sociaux. Ils ont perdu la plupart de leurs amis après la débâcle de la collecte de fonds. L'entreprise de mon père est en difficulté. Ma mère, apparemment, s'est alitée avec un cas de vapeur, une performance dramatique et apitoyée que personne ne gobe. Et Marc, il fait enfin face aux conséquences de ses propres actes. Les gens à qui il devait de l'argent, ceux que mes parents avaient essayé de rembourser avec leur fausse collecte de fonds, ont fini par le rattraper. Il a des ennuis judiciaires, dont les détails sont flous et, franchement, ne m'intéressent pas. Je devrais ressentir quelque chose. De la culpabilité, de la pitié, un sentiment de satisfaction suffisante, mais tout ce que je ressens, c'est une sorte d'indifférence détachée. Leur vie, leurs problèmes ne sont plus mon affaire. Ce sont des personnages dans une histoire qui est terminée. Un livre que j'ai fermé et rangé sur une étagère poussiéreuse. Ma vie est ici, maintenant, dans cette maison, avec cet homme, avec cette nouvelle famille que je me suis choisie. Une famille construite sur une base d'amour, pas d'obligation, de respect, pas de manipulation, de vérité, pas de mensonge. C'est une belle vie, une vie paisible, une vie qui est enfin, heureusement, la mienne. Alors, je vous le demande, suis-je allée trop loin ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires. Avec le recul, ce sont les petites choses qui ressortent, les petits moments apparemment insignifiants qui, rétrospectivement, étaient d'énormes signaux d'alarme. Comme la fois où ma mère a emprunté une paire de mes boucles d'oreilles préférées, de délicates puces en diamant que Liam m'avait offertes pour notre premier anniversaire, puis les a perdues. Elle avait été si cavalière à ce sujet, si dédaigneuse de ma détresse. « Oh, ne sois pas si dramatique, Rebecca, ce ne sont que des objets. » Ou la fois où mon père, après que j'avais passé un week-end à l'aider à déménager son bureau, une tâche éreintante et ingrate, avait critiqué la façon dont j'avais organisé ses dossiers. « Tu n'es tout simplement pas aussi soucieuse des détails que ton frère, » avait-il dit. Une remarque désinvolte et blessante conçue pour me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. J'étais la bête de somme. Marc était le pur sang. C'était une campagne constante et subtile d'érosion émotionnelle. Un lent et régulier goutte. Goutte de manque de respect qui m'avait usé, m'avait fait douter de ma propre valeur, de mes propres perceptions de la réalité. C'est la nature insidieuse de la manipulation psychologique. Ça n'arrive pas d'un seul coup. C'est un processus graduel, la grenouille dans l'eau qui chauffe. On s'habitue tellement à la température qui monte qu'on ne se rend compte qu'on est en train de cuire vivant que lorsqu'il est trop tard. C'est Liam qui a éteint le feu. Il avait le recul d'un étranger, une vision claire du marécage toxique dans lequel je pataugeais depuis toute ma vie. Il a vu la manipulation pour ce qu'elle était, l'agressivité passive, l'affection feinte, les disputes sans fin et circulaires conçues pour m'épuiser et me dérouter. Il était mon ancre dans la tempête, ma boussole dans le désert. Sans lui, je ne suis pas sûre que j'aurais jamais trouvé mon chemin. La décision de finalement couper les ponts avec eux, de réduire en cendres toute la structure pourrie, a été à la fois la chose la plus difficile et la plus facile que j'ai jamais faite. C'était difficile parce que cela allait à l'encontre de chaque instinct, de chaque leçon qu'on m'avait jamais apprise sur la famille, sur la loyauté, sur le pardon. Mais c'était facile parce que, au moment où j'ai fait le choix, il n'y avait plus rien à sauver. L'amour que j'avais ressenti pour eux avait été lentement, systématiquement empoisonné, remplacé par un ressentiment froid et dur qui avait pris racine au plus profond de mon âme. Le groupe Facebook était une déclaration de guerre, un acte de rupture finale et définitif. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible, et c'était le but. Je ne voulais pas revenir en arrière. Je voulais être libre, et je l'étais. Le silence qui a suivi a été une révélation. C'était un silence qui n'était pas rempli de vide, mais de paix. Une paix calme et apaisante qui s'est installée sur ma vie comme une douce couverture de neige. J'avais passé tant d'années en état d'alerte, attendant constamment la prochaine crise, la prochaine demande, la prochaine insulte à peine voilée. Et maintenant, il y avait juste le calme.
C'était un calme qui m'a permis d'entendre enfin ma propre voix, d'écouter mes propres besoins, de me mettre en premier pour la première fois de ma vie. C'était un calme qui m'a permis de guérir. Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Il y avait des jours où j'étais submergée par une vague de chagrin soudaine et inattendue, pas pour la famille que j'avais perdue, mais pour la famille que je n'avais jamais eue, la famille que j'aurais méritée. Une famille qui aurait célébré mes réussites, soutenu mes rêves, m'aurait aimée pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour eux. Ces jours-là, Liam me tenait dans ses bras, m'écoutait, et me rappelait que le passé était le passé, et que l'avenir nous appartenait. Et nous l'avons créé. Nous avons créé une vie riche, pleine et belle. Nous avons voyagé. Nous avons adopté un chien, un terrier croisé débraillé et borgne nommé Buster, qui est devenu le roi incontesté de notre petit château. Nous avons commencé nos propres traditions, nos propres rituels, notre propre définition de ce que signifie être une famille. Nos Noëls sont des affaires calmes et paisibles. Nous passons la matinée en pyjama, à boire du café et à ouvrir les cadeaux. Nous cuisinons ensemble un grand dîner élaboré, en riant, en parlant et en mettant un désordre glorieux dans la cuisine. Il n'y a pas de dispute, pas de drame, pas de commentaires passifs-agressifs déguisés en blagues. Il n'y a que de l'amour, et c'est plus que suffisant. Je me demande parfois ce que font mes parents et mon frère maintenant. Vivent-ils toujours dans cette grande maison vide, brinque-ballant dans les décombres des vies qu'ils ont détruites? Ont-ils appris quelque chose? Ont-ils changé? J'en doute. Les gens comme eux le font rarement. Ils sont piégés dans un cycle de leur propre fabrication, un drame auto-entretenu de blâme et de déni. Ils seront toujours les victimes, les martyrs, les héros incompris de leur propre histoire tragique. Et je serai toujours la méchante, la fille ingrate, celle qui a brisé la famille. Et vous savez quoi? Ça me va. Je préfère être la méchante dans leur histoire qu'une victime dans la mienne. J'ai choisi mon propre récit, ma propre fin, et c'est une fin heureuse, une fin très, très heureuse. Alors, pour répondre à ma propre question, suis-je allée trop loin? Non. Je ne pense pas. Je pense que je suis allée juste assez loin. Je suis allée assez loin pour me sauver. Et ça, j'ai fini par comprendre, c'est la seule chose qui compte vraiment. C'est étrange, les choses dont on hérite. De ma mère, j'ai eu ses yeux verts et sa fâcheuse tendance à être rancunière. De mon père, son esprit analytique et un amour profond et constant pour les mots croisés. Mais l'héritage le plus important que j'ai reçu d'eux était une compréhension tordue et déformée de l'amour. Dans leur monde, l'amour n'était pas un cadeau, c'était une monnaie. C'était quelque chose à gagner, à négocier, à distribuer en petites doses soigneusement mesurées. Il était conditionnel, transactionnel, et toujours assorti de conditions. Pendant des années, j'ai fonctionné selon ce système défectueux. Je pensais que si je donnais assez, si je faisais assez, si je me sacrifiais assez, je serais enfin digne de leur amour. J'étais comme un joueur, devant une machine à sous, tirant le levier, encore et encore, convaincu que le prochain tour serait le bon. Mais la machine était truquée. Elle était conçue pour prendre, pas pour donner. Et elle a pris tout ce que j'avais. Mon argent, mon temps, mon énergie, mon amour-propre. Elle a pris et pris encore, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une coquille vide, un fantôme de la personne que j'étais censée être. C'est Liam qui a débranché la machine. Il a vu que je mettais tout mon cœur et toute mon âme dans un jeu que je ne pouvais jamais gagner. Il m'a aidé à voir que l'amour n'est pas une transaction. C'est une connexion, c'est un havre de paix dans la tempête. C'est le sentiment d'être vu, d'être connu, d'être accepté pour qui l'on est, avec ses défauts et tout le reste. L'amour que j'ai avec Liam est l'antithèse de l'amour que j'ai connu dans mon enfance. Il est facile, confortable et inconditionnel. C'est un amour qui me construit, qui me fait me sentir plus forte, plus courageuse, plus capable. C'est un amour qui a guéri les parties brisées de moi, celles que je pensais irréparables. La décision d'exposer ma famille, de mettre leurs secrets à nu aux yeux du monde, n'était pas seulement un acte de vengeance, c'était un acte d'autopréservation. C'était une façon de me réapproprier ma propre histoire, de reprendre le pouvoir qu'ils avaient eu sur moi pendant si longtemps. C'était une façon de dire « Vous ne me définirez pas, vous ne me contrôlerez pas, vous ne me ferez plus de mal ». Leur silence a été un cadeau. Il m'a donné l'espace pour redéfinir ce que la famille signifie pour moi. La famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour. Ce sont les gens qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, qui célèbrent vos victoires et pleurent vos pertes comme si c'était les leurs. Ce sont les gens qui vous font sentir que vous avez votre place, que vous êtes à la maison. J'ai trouvé ma maison, elle est dans les bras de l'homme que j'aime. Elle est dans la chaleur de l'accueil de sa famille.
Elle est dans la vie calme et paisible que nous avons construite ensemble, une vie libérée des ombres du passé, et pour cela, je suis éternellement reconnaissante. La partie la plus insidieuse de leur manipulation était la façon dont ils avaient réussi à me convaincre que j'étais la personne difficile, la sensible, celle qui réagissait toujours de manière excessive. C'était un récit qui avait été tissé dans le tissu de notre famille d'aussi loin que je me souvienne. « Ne contrarie pas ton frère », disait ma mère, après que Marc avait piqué une crise et cassé un de mes jouets. « Tu sais comment il est. »« Tu dois être la plus intelligente », me disait mon père, après qu'une remarque particulièrement cruelle de ma mère m'avait fait fondre en larmes. « Laisse tomber. J'étais l'amortisseur de la famille, celle qui était censée absorber tous les chocs et les secousses de leur dysfonctionnement émotionnel sans me plaindre. J'étais la gardienne de la paix, l'adulte désigné dans une famille d'enfants attardés. C'était un rôle épuisant et ingrat, et il avait laissé des traces. Au moment où j'ai rencontré Liam, j'étais un paquet de nerfs à vif, une personne cherchant à plaire aux autres qui avait oublié comment se faire plaisir à elle-même. J'étais si habituée à marcher sur des œufs que je ne savais même plus comment me tenir sur un sol solide. Liam me l'a appris. Il m'a appris qu'il était normal d'avoir des besoins, des limites, de dire non. Il m'a appris que mes sentiments étaient valides, que ma colère était justifiée, que ma douleur était réelle. Il a été la première personne à me regarder et à dire « Le problème, ce n'est pas toi ». Et à ce moment-là, quelque chose en moi a basculé. La cage soigneusement construite de leurs mensonges et de leurs manipulations s'est à s'effriter. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur, une possibilité d'évasion. Le mensonge de Noël a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle qui m'a donné la force de me libérer. C'était si flagrant, si audacieux, si totalement méprisant envers moi en tant que personne, qu'il était impossible de l'ignorer. C'était une déclaration de leur indifférence, une affirmation claire et sans équivoque que je ne comptais pas. Et d'une manière étrange, c'était un cadeau. Le cadeau de la clarté, le cadeau de la liberté de partir, de fermer la porte sur une vie de souffrance et de ne jamais regarder en arrière. La vie que j'ai maintenant est un témoignage du pouvoir de cette liberté. C'est une vie remplie de joie, de rire, de cet amour profond et constant que je n'avais lu que dans les livres. C'est une vie que j'ai construite, non pas sur les sables mouvants de leur approbation, mais sur le roc solide de ma propre estime de moi. Et c'est une vie que je protégerai, farouchement et sans excuse, pour le reste de mes jours. L'un des moments les plus révélateurs de toute cette affaire sordide s'est produit quelques jours après que j'avais lancé ma bombe de vérité sur Facebook. J'ai reçu un colis par la poste. Il venait de ma mère. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, juste une petite boîte joliment emballée. Je l'ai ouverte avec un sentiment d'effroi, mes doigts tâtonnant avec le ruban. À l'intérieur, niché sur un lit de papier de soie, se trouvait un seul coquillage parfait. C'était une conque, le genre que l'on porte à son oreille pour entendre l'océan. Je l'ai regardé, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que c'était censé être? Une offrande de paix? Des excuses? Un geste symbolique bizarre censé transmettre? Quoi? Qu'elle était désolée? Qu'elle s'ennuyait de moi? Qu'elle souhaitait que nous puissions revenir en arrière? Je l'ai montré à Liam, ma voix un mélange de confusion et de dégoût. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce qu'elle attend de moi ?» Il a regardé le coquillage, puis moi, son expression indéchiffrable. « Elle veut que tu écoutes ?» a-t-il dit, sa voix calme et réfléchie. « Elle veut que tu portes le coquillage à ton oreille et que tu entendes sa version de l'histoire. » Le son de sa propre voix, résonnant dans le vide. Il avait raison. C'était une autre tentative de manipulation, un autre coup passif-agressif dans un jeu qu'elle essayait toujours de jouer. Elle n'était pas désolée. Elle n'avait pas de remords. Elle essayait juste de m'attirer de nouveau, de me ramener dans le drame, de tout ramener à elle. J'ai pris le coquillage, et je suis sortie jusqu'aux poubelles au bout de notre allée, et je l'ai jeté. Il a atterri avec un bruit sourd et peu satisfaisant, une fin pathétique à un geste pathétique. Et en retournant à la maison, j'ai ressenti un sentiment de finalité, un sentiment de clôture qui m'avait manqué auparavant. Le coquillage était le dernier soupir d'une relation mourante, la dernière tentative désespérée d'une narcissique pour reprendre son pouvoir. Et elle avait échoué, misérablement. Je n'avais pas écouté, je n'avais pas réagi, je n'avais pas joué son jeu, j'étais simplement partie. Et dans ce simple acte, j'avais gagné. J'avais gagné ma liberté. J'avais gagné ma paix. J'avais regagné ma vie. Et c'était une victoire plus douce que n'importe quelle vengeance. Le truc, quand on élimine les personnes toxiques de sa vie, c'est qu'on crée un vide. Et ce vide peut être rempli de toutes sortes de choses inattendues. Dans mon cas, il a été rempli de silence. Un silence profond, profond et initialement dérangeant.
Je m'étais tellement habituée au bruit constant du drame de ma famille, au cycle sans fin des crises et des confrontations, que son absence soudaine était déconcertante. C'était comme vivre à côté d'une autoroute très fréquentée toute sa vie et déménager soudainement dans une ruelle de campagne tranquille. Le silence était si fort qu'il en était assourdissant. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, le silence a commencé à changer. Ce n'était plus une absence de bruit, mais une présence de paix. Une paix calme, constante et profondément réconfortante. C'était la paix de savoir que je ne serais pas prise en embuscade par un appel téléphonique larmoyant et manipulateur. La paix de savoir que mon compte en banque était à l'abri de la prochaine urgence, fabriquée de toutes pièces. La paix de savoir que je pouvais être moi-même, sans crainte de critique ou de jugement. C'était une paix qui m'a permis de redécouvrir qui j'étais, en dehors du contexte de ma famille dysfonctionnelle. Je n'étais pas seulement Rebecca, la responsable, celle qui arrange tout, le paillasson. J'étais Rebecca, la femme qui aimait la randonnée, qui apprenait à peindre, qui avait un rire un peu trop fort et un cœur un peu trop tendre. J'étais Rebecca, la femme qui était aimée, chérie et respectée par un homme qui était mon partenaire, mon égal, mon meilleur ami. Le vide qui avait été créé par leur absence n'était pas vide. Il était rempli de moi, mes espoirs, mes rêves, mes passions, mes bizarreries. Il était rempli d'une vie qui était enfin, vraiment, la mienne. Et c'était une vie plus belle, plus vibrante et plus épanouissante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La plus grande vengeance n'est pas une explosion bruyante et flamboyante, mais une vie calme et heureuse. Une vie si bien vécue, si pleinement, que les personnes qui ont essayé de vous briser ne deviennent rien de plus qu'un souvenir lointain et sans importance. Une note de bas de page dans une histoire qui ne les concerne plus. Elle vous concerne, vous, et c'est une histoire de survie, de résilience, de la joie tranquille et triomphante d'être libre. Il fut un temps où j'aurais fait n'importe quoi pour ma famille. J'aurais traversé le feu, franchi des océans, déplacé des montagnes. Je leur aurais donné mon dernier dollar, mon dernier souffle, ma dernière once de santé mentale. Je pensais que c'était ça, l'amour. Une dévotion altruiste, dévorante et finalement autodestructrice. J'avais tort. L'amour n'est pas un sacrifice. C'est un partenariat. C'est une danse de concessions mutuelles, de respect et d'admiration réciproque. C'est un espace sûr où l'on peut être vulnérable, où l'on peut être imparfait, où l'on peut être soi-même, et savoir qu'on sera toujours aimé. L'amour que j'ai avec Liam est une révélation. C'est un amour qui m'a appris que je suis digne, que je mérite, que je suis suffisante. C'est un amour qui a guéri les blessures du passé et m'a donné le courage d'affronter l'avenir. La décision de couper ma famille de ma vie n'a pas été facile. Ce fut un processus douloureux et déchirant qui m'a forcé à affronter une vie de blessures et de déceptions. Mais c'était aussi nécessaire. C'était un acte d'amour propre, une reconnaissance que je méritais mieux, que j'étais digne d'une vie libérée du poison de leur toxicité. Leur silence a été une bénédiction. Il m'a permis de construire une nouvelle vie, une nouvelle famille, un nouveau sens de moi-même. Un moi qui n'est pas défini par leurs attentes, leurs exigences, leurs besoins sans fin et insatiables. Un moi qui est fort, résilient et heureux sans complexe. Je ne suis plus le conducteur désigné de leur derby de démolition. Je suis le conducteur de ma propre voiture, sur ma propre route, en direction d'un avenir que je me suis forgé. Et la vue d'ici est magnifique, absolument, à couper le souffle. Alors, à tous ceux qui luttent avec une famille toxique, à tous ceux qui sont piégés dans un cycle de culpabilité et d'obligation, à tous ceux qui ont été amenés à se sentir petits, insignifiants et indignes, je dis ceci, vous n'êtes pas seuls. Le problème, ce n'est pas vous. Et vous avez le pouvoir de changer votre histoire. Ce ne sera pas facile, ce sera douloureux, ce sera terrifiant. Mais ça en vaudra aussi la peine. Parce que de l'autre côté de cette douleur, de l'autre côté de cette peur, il y a une vie qui vous attend. Une vie remplie de paix, de joie, d'amour. Une vie qui est enfin, vraiment, la vôtre. Et c'est une vie qui vaut la peine de se battre. L'ironie de tout cela, c'est que ma famille s'est toujours targuée de sa force. « Nous sommes des Thompson », disait mon père, le torse bombé d'une fierté satisfaite. « Nous sommes des survivants, nous restons soudés. » C'était leur mantra, la pierre angulaire de leur mythologie familiale. Mais c'était un mensonge. Ils n'étaient pas forts, ils étaient fragiles, ils n'étaient pas des survivants. C'étaient des parasites, se nourrissant du sang de quiconque était assez fou pour les laisser entrer, et ils ne restaient pas soudés. Ils s'accrochaient les uns aux autres, un enchevêtrement de codépendance et de dysfonctionnement, unis non par l'amour, mais par une peur partagée et désespérée d'être seuls.
Leur force était une illusion, une façade soigneusement construite conçue pour cacher la faiblesse, l'insécurité, les trous béants et vides au cœur de leur être. Ma force, en revanche, est réelle. C'est une force qui a été forgée dans les feux de leur négligence, trempée par l'acier de leur cruauté. C'est une force qui m'a permis de partir, de briser le cycle, de choisir un chemin différent. C'est une force qui m'a permis de construire une vie remplie d'amour, de joie, d'un sentiment de paix profond et durable. Je suis une survivante, mais je n'ai pas survécu grâce à eux. J'ai survécu malgré eux. Je suis une Thompson, mais je ne suis pas comme eux. Je suis celle qui s'est échappée, celle qui a brisé le moule, celle qui a choisi d'être heureuse au lieu de simplement faire semblant de l'être. Et ça, j'ai fini par comprendre, c'est la plus grande force de toutes. La force de choisir son propre bonheur, même si cela signifie décevoir les personnes qui sont censées vous aimer le plus. La force de s'éloigner d'un amour qui blesse et de trouver un amour qui guérit. La force d'être l'auteur de sa propre histoire, le capitaine de sa propre âme. La force d'être libre. J'ai vu mon frère, une fois, environ 1 an après la grande explosion de Noël. J'étais à l'épicerie, au rayon des fruits et légumes, en train d'essayer de choisir entre du chou frisé biologique et ordinaire, une décision banale et quotidienne qui ressemblait à un luxe après une vie de drame à enjeux élevés. Et puis je l'ai vu. Il était à l'autre bout de l'allée, le dos tourné vers moi, examinant une tête de laitue avec une intensité concentrée qui était presque comique. Il avait l'air plus petit, plus mince. L'arrogance qui avait toujours été sa marque de fabrique avait disparu, remplacée par une sorte d'affaissement las et défait. Il ressemblait à un homme qui avait été humilié, un homme qui avait finalement été forcé d'affronter les décombres de sa propre vie. Pendant un instant fugace, j'ai ressenti une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la pitié, une lueur du vieil instinct familier de me précipiter, de réparer, de sauver. Mais ensuite il s'est retourné, et ses yeux ont croisé les miens. Et à cet instant, la pitié a disparu, remplacée par une vague de révulsion froide et dure. Ses yeux étaient les mêmes yeux suffisants, acariâtres et totalement sans remords qui m'avaient regardé avec un tel dédain toute ma vie. Il n'y avait aucun remords en eux, aucun regret, aucune reconnaissance de la douleur qu'il avait causée. Il y avait juste une lueur de surprise, suivie d'un rictus de mépris. Il n'a rien dit. Il m'a juste tourné le dos et s'est éloigné, la tête haute, un roi dans son propre royaume pathétique et auto-construit d'illusions. Et à ce moment-là, j'ai su, avec une certitude aussi claire et froide qu'un matin d'hiver, que j'avais pris la bonne décision. Il n'y avait aucun espoir pour lui. Il n'y avait aucun espoir pour aucun d'entre eux. Ils étaient ce qu'ils étaient, et ils ne changeraient jamais. Et j'étais ce que j'étais. Une femme qui avait enfin, après une vie d'essai, appris à s'aimer suffisamment pour s'éloigner des gens qui ne le feraient jamais. J'ai terminé mes courses, j'ai payé mes provisions, et je suis sortie au soleil, un petit sourire secret jouant sur mes lèvres. J'étais libre, et je ne reviendrai jamais, jamais en arrière. Le changement le plus profond en moi, celui dont je suis le plus fier, est le sentiment calme et inébranlable d'estime de soi qui a pris racine dans mon âme. Pendant si longtemps, ma valeur en tant que personne était liée à mon utilité pour ma famille. J'étais celle qui réparait, celle qui subvenait aux besoins, le punching ball émotionnel. Ma valeur se mesurait en dollars donnés, en crises évitées, en insultes avalées. C'était une existence précaire et écrasante, et elle m'avait laissé vide, épuisée et fondamentalement indigne d'être aimée. C'est Liam qui m'a tendu un miroir et m'a montré un reflet différent. Il ne me voyait pas comme une fonction, mais comme une personne. Il a vu ma gentillesse, mon intelligence, mon humour, ma force. Il a vu la femme que j'étais et la femme que je pourrais être, si seulement je pouvais me libérer des chaînes de mon passé. L'amour qu'il m'a donné a été une force transformatrice. Ça a été un amour doux, patient et indéfectible qui a lentement, minutieusement reconstruit mon estime de moi brisée. Ça a été un amour qui m'a appris que je suis digne du bonheur, que je mérite le respect, que je suis suffisante, telle que je suis. C'est un amour qui a été le fondement sur lequel j'ai bâti ma nouvelle vie, une vie riche de sens, de but, d'une joie profonde et durable. Je ne suis plus un personnage secondaire dans le drame de quelqu'un d'autre. Je suis la protagoniste de ma propre histoire. Et c'est une histoire que je suis fière de raconter. Une histoire d'une femme qui a été brisée et qui s'est reconstruite, morceau par morceau. Une histoire d'une femme qui a perdu sa famille et, ce faisant, s'est trouvée elle-même. Une histoire d'une femme qui a appris, enfin, à s'aimer. Et ça, j'en suis venue à le croire, c'est la plus grande histoire d'amour de toutes. Alors, quelle est la morale de ma longue et sordide histoire ? Je suppose que c'est celle-ci. La famille n'est pas un droit de naissance, c'est un choix.
C'est un choix que vous faites chaque jour, d'aimer, de soutenir, de respecter, de chérir. Et quand une famille choisit de ne pas faire ces choses, quand elle choisit plutôt de manipuler, d'exploiter, de blesser, alors vous avez aussi un choix à faire. Vous pouvez choisir de rester, d'endurer, d'espérer contre tout espoir qu'ils changeront. Ou vous pouvez choisir de partir. Vous pouvez choisir de vous sauver. Vous pouvez choisir de construire une nouvelle famille. Une famille choisie. Une famille digne de votre amour, de votre loyauté et de votre lumière. J'ai choisi de partir. J'ai choisi de me sauver. J'ai choisi de construire une nouvelle famille. Et ce fut le meilleur choix que j'ai jamais fait. Ma vie n'est pas parfaite. Elle a ses hauts et ses bas, ses défis et ses triomphes. Mais elle est à moi. C'est une vie authentique, joyeuse, libre. Et pour cela, je n'ai aucun regret, pas un seul. Alors, je vous le demanderai une dernière fois. La question qui a été la bande-son silencieuse de ma nouvelle vie, la question à laquelle j'ai répondu pour moi-même, mais que je vous pose maintenant, à vous, le jury de mes pairs, les arbitres de mon histoire. Suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Dites-moi.